je saute dans le sujet du jour, donc vous avez largement eu le temps, je pense, de lire le titre, qui va donc s'intéresser à l'intégrité scientifique et exposer un peu comment cette dimension, qui fait partie de la pratique de la science, est devenue partie intégrante de la recherche et de la formation à la recherche, de façon beaucoup plus organisée que ça l'avait été pendant de longues années. Alors, on va parler un petit peu de tout ça. Vous verrez cette diapo plusieurs fois, hein, donc j'y reviendrai. Après une introduction sur la responsabilité en fait dans la recherche, on va parler de l'intégrité scientifique, un peu ses rapports avec l'éthique. Et là, je me rappelle qu'il y a 5 ans, en 2018, j'avais fait une conférence à l'association sur l'éthique de la recherche. Et donc, bon, je ne vais pas recommencer la même chose évidemment, mais ça a quand même des recouvrements. Ensuite, on parlera des conduites déviantes par rapport à l'intégrité scientifique, comment on les repère en fait. Et puis, on parlera de toute cette institutionnalisation de la pratique et l'enseignement de l'intégrité scientifique. Et puis, pour faire le pont avec la conférence de l'année dernière, il y a des rapports entre sciences ouvertes et intégrité scientifique, dont j'entendrai deux mots. Et on aura quelques exemples de choses sur lesquelles, des situations qu'on rencontre et sur lesquelles c'est pas toujours si évident que ça de se dire quelle est la bonne attitude à avoir. Alors la responsabilité, les chercheurs, ils ont plusieurs types de responsabilités. Une responsabilité dans la conduite de la recherche, une responsabilité vis-à-vis de la société, avec tout le dialogue entre science et société, et une responsabilité aussi vis-à-vis des personnes, autres que les chercheurs ou les pratiquants de la science, disons, qui participent en fait aux recherches. Il s'agisse, dans le cas des médecins-chercheurs, moi je suis dans le domaine biomédical, les participants aux recherches, qui concentrent les recherches, mais aussi dans le cadre des sciences participatives, où les citoyens variés participent aussi aux recherches. Donc l'activité scientifique, elle concerne principalement la conduite de la recherche, dans toute cette dimension, mais dévier de cette intégrité, ça a des conséquences évidemment sur la recherche, mais aussi sur toutes les dimensions autres que j'ai juste mentionnées ici, et elle touche à ce qu'on appelle la déontologie de la pratique de la recherche. Alors, qu'est-ce que dire terrestre? Ça veut dire faire bien son métier. Qu'est-ce que ça veut dire faire bien son métier? On peut se poser la question, quelle est la responsabilité des auteurs d'un livre, d'un article? Qu'est-ce qu'on entend par intégrité scientifique? On va y revenir. Les déviations, c'est la fraude, mais où ça commence? Qu'est-ce qu'il y a de la fraude? Qu'est-ce qu'il n'y a pas? On parlera de tout ça. Et il y a des enjeux liés à l'aspect collaboratif international des recherches. Alors, on va parler un peu de définition et de l'évolution de ce concept d'intégrité scientifique. En quelques généralités, d'abord, bon, intégrité, c'est être entier. Ça veut dire aussi ne pas transiger avec des principes, avec des règles données et acceptées. Et tout ça, dans plusieurs cas, capturé dans les chartes professionnelles, des codes de déontologie pour des professions structurées, voire hiérarchisées, dans ces professions médicales, les avocats, etc. Donc la profession dont on parle ce soir, c'est la profession des chercheurs. Et historiquement, la communauté scientifique était composée d'individus plutôt autonomes, plus en équipe aujourd'hui, libres et un peu dans leur tour d'ivoire. Et la recherche, depuis pas longtemps, été une activité qui a été non régulée. C'était de l'autorégulation, et en tout cas non régulée par la loi. C'est ça qui a un petit peu changé. Alors, l'évolution, c'est la taille que la communauté scientifique a augmenté au fil des siècles, a entraîné sa structuration. Des institutions formelles ou plus informelles se sont structurées. Les financements sont venus à coût d'argent public, donc il y a de l'argent public en jeu, et petit à petit, des standards de pratique, de conventions, notamment pour les publications, des sortes de règles du jeu se sont mises en place. Alors obéir à ces règles,
respectée. La raison peut être non pas juste parce que les règles existent, mais parce que c'est comme ça qu'on est reconnu par ses pairs. On obéit aux mêmes règles. Longtemps, elles ont été non écrites et non contraignantes juridiquement. Et le comportement vis-à-vis de ces règles devait nous montrer qu'on avait une qualité scientifique, c'est la première chose. Et deuxièmement, qu'on avait aussi des qualités morales pour la cohabitation, la collaboration, et ça donnait une image externe, en fait, de la recherche. Alors, avant aujourd'hui, ou avant ces dernières années, où est-ce qu'on apprenait ces fameuses règles? Bon, on les apprenait un peu par osmose, avec ceux qui pratiquaient la recherche dans le labo, l'institution où on était. C'était les pratiques ambiantes, un peu sur le tas. L'intégrité concerne l'ensemble de l'activité de recherche. Donc aujourd'hui, on parle de conduite responsable de la recherche. Mais longtemps, même quand on a commencé à employer ces termes, il n'y avait pas vraiment du code de conduite précis. Et ce qui était les règles pendant très longtemps, c'est ce qu'on appelle les normes QDOS. Alors, ces normes QDOS, QDOS, ça vient des premières lettres des caractéristiques de ces normes, c'était d'abord les communs. Cette notion qui implique que les résultats scientifiques sont la propriété commune de l'ensemble de la communauté scientifique. Donc le U, c'est l'universalisme, qui signifie que tous les scientifiques peuvent contribuer à la science, sans distinction de race, de nationalité, de culture ou de sexe. D, c'est pour le désintéressement. Le chercheur est désintéressé. Et les scientifiques ne devaient pas présenter leurs résultats mêlés à leurs convictions personnelles ou à leur militantisme pour une cause. Ils devaient avoir une attitude indépendante à l'égard de leur découverte. C'est ça qui est derrière le désintéressement et le désintéressement par rapport économique. C'était la science. O, c'est pour originalité. Les affirmations des chercheurs doivent être nouvelles et apporter quelque chose à nos connaissances et à notre compréhension d'un phénomène du monde en général. Et le S, il est pour le scepticisme. Le scepticisme scientifique, il signifie que des affirmations scientifiques doivent être exposées à l'examen critique, d'où les revues d'articles par les pairs, etc., avant d'être acceptées. Donc c'était les normes. Vous voyez qu'une des caractéristiques de ces normes, qui correspondent pas tout à fait à la réalité changeante que j'ai décrite tout à l'heure, c'était des normes internes au monde de la recherche et qui traduisaient une séparation entre la science et la société. Et on ne parlait pas de responsabilité et de responsabilité vis-à-vis de la société que j'ai mentionné tout à l'heure. Les codes de conduite actuels en parlent et on parle donc de cette conduite responsable de la recherche. La recherche a évolué. Elle a évolué par les outils qu'on a, mais aussi la taille des banques de données, toute la numérisation, la virtualisation qu'on vit dans la société en général, c'est vrai évidemment dans le domaine de la recherche. Et on a aussi des équipes plus fournies, disons, et une internationalisation aussi parce que les contacts sont beaucoup plus faciles qu'avant. Et donc, ça entraîne une évolution des métiers, du contexte de la recherche, notamment de la pression de la compétition pour les postes et pour l'avancement. Ça a été vrai de tout temps, mais quand on avait les chercheurs dans leur temps d'ivoire, c'était un petit peu moins prégnant qu'aujourd'hui. Et il y a un rôle de différents acteurs qui s'est mis en place petit à petit pour les organismes qui contrôlent le fait qu'il y ait au départ de fraude. Les éditeurs ont aussi un rôle à jouer. C'est eux qui publient les résultats des recherches. Et de plus en plus, il y a eu un impact, des affaires de fraude qui ont été dévoilées. Pendant longtemps, c'était l'omerta. Si il y avait un problème de fraude qui était reconnu,
Bon, on essayait de le régler, que ça ne se reproduise pas, etc. Mais c'était à l'interne, c'était pas mis sur la place publique. On n'en parlait pas. Donc, il y a quelques termes sur ma présentation. Et donc, il y a eu des étapes dans l'évolution de ces normes, et ça continue encore à des étapes aujourd'hui. Alors, une des premières choses qu'on peut citer, c'est 1974. Il y a eu une conférence de l'UNESCO qui a adopté une recommandation concernant la responsabilité sociale du chercheur. Et cette recommandation, elle a été révisée en 2017, tout récemment, et j'y reviendrai dans un petit moment. En 92, aux États-Unis, il y a un rapport qui est appelé Responsible Science, Ensuring the Integrity of the Research Process, donc l'intégrité du processus de recherche. Donc ça commençait à bouger pas mal. En 99, en France, l'organisme de recherche médicale, l'INSERM, c'est le premier établissement public de recherche qui a mis en place une mission pour l'intégrité scientifique. Donc, c'est une notion au niveau de l'institution, il fallait s'en préoccuper. En 2005, il y a eu une charte qui a beaucoup d'aspects en dehors de celui-là, européenne du chercheur, mais qui commençait à en parler un petit peu. Et en 2007, un rapport de l'OCDE sur les meilleures pratiques de recherche sous divers angles. Mais l'intégrité était mentionnée, on faisait ça avait assez peu d'effet en pratique, ces choses-là. Par exemple, en France, il y a aussi eu un premier rapport au ministère sur l'intégrité scientifique. Et il ne s'est rien passé. Il est resté dans un tiroir. Enfin, il est resté, c'est d'autres rapports qui sont sortis. Donc, la recommandation de l'UNESCO, qui a été révisée en 2017, elle s'appelle Recommandation concernant la science et les chercheurs scientifiques. Alors, il y a plein d'aspects là-dedans, bien sûr. L'UNESCO fait des recommandations aux États. Et en particulier, un des articles de ces recommandations dit que les États membres ne devraient pas perdre de vue, comme ces choses sont élégamment dites, ils ne doivent pas perdre de vue pour être efficaces, que pour être efficace, la recherche scientifique exige des chercheurs qui l'accomplissent des qualités d'intégrité et de maturité intellectuelle, alliant d'éléments de qualité intellectuelle et le respect de principes éthiques. Vous voyez, intégrité, compétence, en fait, quelque part, et principes éthiques dans cette recommandation. Donc, comment les États s'en débrouillent avec ça, il y a quand même des choses un peu plus précises. Notamment, l'UNESCO se réfère aussi, quand vous regardez juste le bas de la diapo, le reste, c'est... il faut faire référence à d'autres textes, donc en 2017, notamment ce qu'on appelle la déclaration de Singapour sur l'intégrité de la recherche, qui a été émise en 2010, qui fait référence, qui donne des principes sur qu'est-ce que ça veut dire qu'elle une recherche intègre dans un plan très très international. Et on a depuis 2011, et il a été révisé en 2023, en juillet, la nouvelle version est parue, un code de conduite européen pour l'intégrité en recherche, qui a été initialement rédigé, préparé par la Fédération européenne des académies nationales des sciences et humanités, et qui fait référence pour tous les projets financés au niveau de la Commission européenne. Vous devez respecter ce code si vous bénéficiez de ces financements. Alors c'est un petit saut, puisque tout ça a été révisé de 1974, on est passé à 2017. En 2007, il y a eu une première conférence internationale sur l'intégrité de la recherche, qui a eu lieu à Lisbonne. Et depuis, il y en a eu tous les 2 ans, sauf quand il y a eu Covid, ça a été 3 ans. Ça, c'est complètement beaucoup de choses. Et la déclaration sur l'intégrité de la recherche a été publiée lors de la 2e conférence internationale qui a eu lieu à Singapour. Alors si on vient en France, après tout, c'est là où, en tout cas, on travaille. Il y a eu un guide qui a été préparé initialement par le comité d'éthique du CNRS, qui s'appelait Promouvoir une recherche intègre et responsable. Donc on a les deux mots, l'intégrité et la responsabilité.
Et puis, il y a une charte de déontologie préparée par différentes instances et qui a été signée par les organismes de recherche en France, la conférence des présidents d'universités, donc quelque part toutes les universités. Et puis en 2016, donc ça se préparait à peu près en même temps tout ça, il y a eu un rapport qui a été fait demandé pour le ministère par Pierre Corvol. Et ce rapport a marqué une grande étape, en fait, dans ce que j'appelle l'institutionnalisation de l'intégrité scientifique. Alors, suite à ce rapport, si on voit la photo, quand il était remis officiellement au ministre de l'époque, de la recherche, il donnait l'idée, le conseil, qu'il y a un référent ou un chargé de mission à l'intégrité scientifique dans chaque université. Ça posait aussi la création d'un office français au niveau national pour l'intégrité scientifique. Et depuis, ça s'est effectivement produit. Petit à petit, il y a eu des référents qui ont été nommés par les universités qui se sont organisés en réseau, une association, ça s'appelle le RESENT. Et puis ce réseau est en rapport avec les homologues au niveau européen à travers un réseau européen des référents en fait, à l'intégrité scientifique un peu partout en Europe. Vous voyez que d'énormes kudos dans la tour d'ivoire des scientifiques, on a commencé à passer à un autre type d'organisation. Alors dans le rapport Corvol, parce que depuis tout à l'heure, je vous parle des scientifiques, on n'a pas dit ce que c'est la tour de il y a cette définition qui dit que l'intégrité scientifique est la conduite intègre et honnête qui doit présider à toute recherche. Consubstantielle de toute activité de recherche, c'est sur elle que repose le savoir et la connaissance. Et l'intégrité scientifique n'est pas une question de morale, mais elle s'appuie sur des principes moraux universels, selon lesquels il est mal de mentir, de voler, etc. La qualité et la fiabilité de la production scientifique dépendent d'elle, et c'est sur elle que se fonde la société de la connaissance. Pour un mot, croire à la science. Vous voyez que là, on fait le lien avec la société. Et ajouter, donc, autant les questions d'éthique font débat, c'est toujours un débat autour des questions d'éthique, autant l'intégrité scientifique ne se discute pas. Donc, c'est des règles de déontologie. Elles se respectent, c'est un code de conduite professionnelle qui ne doit pas être enfreint, et elle s'impose en science comme s'imposent les codes professionnels de déontologie pour les médecins et les avocats. Donc, les mots importants, c'est garantie de l'honnêteté scientifique et deuxième aspect, garantie d'une relation de confiance, en fait, avec le public. Alors, c'est l'actualité, l'intégrité scientifique, là, c'est le post-2016. Pendant la pandémie, on est encore un peu dedans, mais il y a eu, je pense que vous avez tous des exemples où la crédibilité scientifique, au moment de Covid-19, a été très secouée, notamment de collègues de l'IHU de Marseille, mais il y a bien d'autres exemples. C'est de l'actualité médiatique. Alors, j'ai cité le Monde du 7 décembre 2022, qui avait une pleine page sur un cas spécifique de divulgation à l'intégrité scientifique en France. Il y en a d'autres depuis, donc j'ai pas fait la biblio exhaustive, tout ce qui paraît, mais on en parle dans les médias et dans les grands médias dans notre pays. C'est aussi une actualité juridique, parce que autant les normes étaient en dehors du système juridique pour le moment, où on se rattachait à des principes généraux, autant l'intégrité scientifique a fait officiellement son entrée dans la loi en France, au sein de la loi de programmation de la recherche de 2020, après donc différentes étapes que je vais évoquer avec le rapport Corvol. Et donc, on a ce terme d'intégrité scientifique dans le code de la recherche. Suite à cette loi, on a eu un décret qui date de décembre 2021, relatif, alors c'est le texte réellement, relatif au respect des exigences de l'intégrité scientifique par les établissements publics contribuant au service public de la recherche et les fondations reconnues d'utilité publique dans leur activité principale de recherche. Bref, un décret pour donner des obligations aux établissements en charge de la recherche publique en France. Et puis donc, du coup, ça vient
l'actualité institutionnelle, parce que les établissements, les institutions de recherche organisent en pratique la mise en œuvre de cette intégrité scientifique. Alors la définition, maintenant on a une définition dans notre loi de l'intégrité scientifique dans le code de la recherche, qui dit que donc l'intégrité scientifique, ça se définit comme l'ensemble des règles et des valeurs qui doivent régir les activités de recherche pour en garantir le caractère honnête et scientifiquement rigoureux. Voilà la définition légale en France de l'intégrité scientifique. Alors il y a eu effectivement création de l'Office français de l'intégrité scientifique, vous savez, le site web là, et qui donne une définition un peu plus précise, disons, en disant que c'est l'ensemble des valeurs et des règles qui garantissent l'honnêteté et la rigueur de la recherche et de l'enseignement supérieur, et qu'elle est indispensable à la cohésion du collectif de recherche et à l'entretien de la confiance que la société accorde à la science. Vous voyez toujours ces deux aspects, la pratique de la recherche et en quoi ça influence quelque part l'image et les rapports entre la science et la société. Alors si on a toute cette organisation, c'est parce qu'il y a effectivement des pratiques dans la recherche qui sont contraires à l'intégrité scientifique telle que définie. Ce sont, grosso modo, les fraudes scientifiques qui constituent donc tout un ensemble de pratiques qui violent sérieusement et intentionnellement, la partie intentionnelle est importante, la conduite des recherches et la diffusion des résultats. En gros, on parle de FFP, c'est falsification des résultats. Fabrication, on commence par fabrication des résultats qui n'existent pas, falsification de résultats qu'on arrange, et plagiat, c'est-à-dire utiliser les idées, les travaux des autres sans faire référence à leurs auteurs. Après, il y a ce qu'on appelle les QRP, Questionable Research Practice, pratiques questionnables de recherche. Et là, il y a tout un ensemble de choses. Par exemple, l'embellissement de données. On les présente, les données. On les présente sous forme de courbes, sous forme d'images, sous forme de... Et il y a une façon de les présenter qui vont un petit peu orienter le lecteur, qui ne sont pas les neutres. Donc c'est ce qu'on peut appeler l'embellissement des données. Ou bien alors l'omission ou la sélection de résultats. Le point aberrant, on va laisser de côté. Dans une courbe, il dérange. Ça marche pas. Ce point, on va le négliger. L'émiettement des publications, on publie un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là, et on voit bien le rapport là avec ce qui est demandé aux chercheurs de publier. Et donc, si on attend très longtemps, on a une publication pour plein de gens qui ont contribué, donc tout le monde ne s'y retrouve pas là-dedans, on émiette les publications. L'utilisation incorrecte de tests statistiques, ça arrive souvent, et pas de façon intentionnelle. En général, avant que ça arrive à la publication, les encadrants ou autres s'aperçoivent que c'est pas la bonne analyse qui a été faite. Mais de temps en temps, c'est fait, on choisit le test qui va donner des résultats qui sont dans le sens qu'on voudrait. Par exemple, la sélection biaisée de citations, on cite ses collègues, mais on cite ceux qui ont des publications qui vont dans le même sens que les nôtres, par exemple, et pas les publications qui sont à l'inverse. Donc, dans le choix de la bibliographie des articles, il peut y avoir une déviation là aussi. La non-conservation de données, en fait, c'était tellement grand que je ne les ai pas conservées. J'ai conservé les résultats, mais pas les données. Et donc, plus personne ne peut reproduire les expériences ou les analyses. Donc, vous voyez qu'en dehors des grosses fraudes, fabrication de résultats, falsification, plagiat, il y a plein de pratiques où c'est plus ou moins grave. Et en fait, qui vaut le 9 fois le bœuf, est-ce que si on
permet, on s'est dit, bon, mais là, franchement, c'est vrai que ce point, l'expérience, ça n'a pas marché. On ne va pas en tenir compte. Ça peut être légitime. Mais, donc de la cité. Peut-être en abaissant lors de l'analyse principale, on a eu un cas où, ben, ça n'a pas marché. Donc il y a des, c'est tout ça, en fait, qu'on essaie d'explorer. Les conflits d'intérêts, il y en a partout dans la société. Mais dans la recherche aussi, les conflits d'intérêts dans la recherche, ça peut être des conflits d'intérêts financiers, parce que les chercheurs, dont on disait dans le Nord plutôt que c'était tellement désintéressés, ils ont quand même besoin d'argent pour travailler, et puis de leur propre financement. Et donc du coup, ça peut impacter les financeurs, peut aussi impacter la façon dont les recherches sont rapportées et pratiquées. Et si on ne les déclare pas, ces conflits d'intérêts, si on ne déclare pas au moins les liens d'intérêt, s'ils ne sont pas transparents, transparence, ça fait partie des choses pour progresser. Il peut y avoir aussi des anomalies dans la signature des articles de production scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire être un auteur et qui doit être auteur? Il y a des règles pour ça. Ces conduites déviantes, en gros, il y en a deux sortes. Il y a celles qui vont porter atteinte à la vérité scientifique. Ça va, c'est l'origine. Et puis, il y a celles qui vont porter atteinte à ce qu'on peut appeler la façon de se comporter, les bonnes manières sociales, si on se comporte en normes plutôt, qui vont impacter le monde, le comportement, en fait, scientifique. Les deux peuvent être cumulés, et puis il y a un continuum et un flou là-dedans. Alors, des affaires de fabrication, classification, plagiat, qui quand même dans les journaux, on en entend parler de plus en plus, et on peut se demander si c'est parce que elles sont effectivement plus nombreuses, ou est-ce qu'on les voit plus et on ne les en parle plus quand on les voit. Il y a des deux. C'est beaucoup plus exposé dans les médias. Et il y a la notion de les chercheurs doivent rendre compte de ce qu'ils font, parce que justement le rapport à la société, ils doivent rendre compte à la société, pas juste à leur pairs. Et ça, c'est réclamé par le public. Alors, il y a des outils, des logiciels anti-plagiat, tous les thèses, les articles, ils sont systématiquement passés maintenant chez les éditeurs aussi avec des logiciels anti-plagiat. Les universités le font pour les mémoires qui sont faits par les étudiants. Et il y a aussi d'autres outils. Alors j'ai signalé là un outil qui n'a pas beaucoup été fait pour ça au début. C'est le site PubPeer. Qui a été imaginé au départ par deux chercheurs du CNRS, avec l'idée de, quand un article est paru, quelque part il est figé. Alors il peut y avoir une lettre à l'éditeur, on fait ça met tout le temps. Et un article n'a pas de vie après sa parution. Donc c'était pour donner une vie, la possibilité de commenter, de commenter la méthodologie en dehors des reviewers qui vont réviser l'article avant qu'il paraisse, pour ouvrir une espèce de discussion sur les articles, donc donner une vie aux articles après leur parution. Ça s'est fait, ça veut dire que les gens ont regardé, mais ça a été une mine de lever des lièvres où on trouvait des figures qui étaient pas tout à fait réglo, des choses qui visiblement ne collaient pas dans la méthodologie, ou qui n'étaient pas claires. Et puis, en fait, il y a pas mal de fraudes qui ont été découvertes via ce site. Donc maintenant, c'est devenu un site de référence pour pister les fraudes. Ce qui n'est pas l'idée de départ. Mais ça a plutôt tourné à ça maintenant. Alors, des exemples de fraudes. On va insister beaucoup là-dessus, mais il y en a quand même un certain nombre. Dans les années 80, où je travaillais dans le domaine des transplantations, vous voyez ce qui s'est passé là-dessus, il y a eu des chercheurs qui, de nuit, peignaient sur leur souris blanche des choses du noir, les taches noires, etc. Et ça devait être quand même assez bien fait. Et après, publier ça comme on a des greffes qui ne sont pas rejetées.
Et donc, il y avait plein de choses, et c'était extraordinaire d'avoir ce genre de manip, et c'était totalement là de la fabrication de résultats, et évidemment intentionnel, vous ne partez pas avec un pinceau dans une voie en fonction des rythmes si vous n'avez pas une idée derrière la tête. Donc ça, c'est une des fraudes qu'on peut citer. La falsification d'images, ça c'est très fréquent en biologie, on utilise pas mal d'images provenant d'expériences. L'invention de données. Alors moi je me souviens que dans les années 2000, au début des années 2000, il y a eu des articles parus dans des grandes revues médicales sur des cohortes de patients. Et puis, donc, il y avait plein de découvertes tout à fait intéressantes. Il y avait eu plusieurs. Et en fait, cette cohorte était totalement inventée. Il n'y avait pas un patient qui existait. Comment ils étaient arrivés, c'était dans un pays nordique, ils étaient arrivés à inventer une cohorte entière. Et puis là-dessus, il y avait évidemment plein d'analyses, de façon... et les revueurs, ils n'avaient pas fait leur boulot, en tout cas, pas demandé l'accès aux données, etc. Et ça avait fait un grand scandale à l'époque. Plus près de nous, genre, abordé tout à l'heure, il y a eu des données aussi dupliquées et inventées dans le cadre de la Covid-19, de tests d'essais d'hydroxychloroquine sur des patients qui ont des conséquences importantes. Des plagiats, il y en a eu beaucoup. Maintenant, on a des logiciels qui détectent. Publication de résultats sans mettre les auteurs qui ont réellement généré les résultats. Ça existe. Les auteurs fantômes, dans notre sens aussi, on les met parce que ça fait bien d'avoir leur nom. Ça permet peut-être la réputation de faire passer les papiers. Des choses comme ça existe, il y a des exemples. Et puis des conflits d'intérêts masqués, j'en parlais tout à l'heure. Alors, le papier sur la fabrication de résultats proche de nous en 2019, qui concluait que l'hydroxychloroquine avec ou sans la Covid avait des effets délétères, disons, sur un certain nombre de patients. Donc cet article est paru dans une grande revue médicale qui est de Lancet. Et vous vous rappelez, en 2020, on les est tous en pleine la pandémie, il n'y a pas de vaccin encore, il y avait vraiment, c'était... Et donc, il y avait tout le débat sur l'hydroxychloroquine, qui était particulièrement vif en France. Et il y avait un certain nombre d'essais cliniques qui se faisaient pour justement voir un peu où on en était. Ce papier est paru, montrant qu'il y avait des effets délétères de l'hydroxychloroquine. Donc, tous les essais en cours qui utilisaient l'hydroxychloroquine ont été arrêtés en fait. Presque du jour au lendemain, en disant on ne peut pas faire prendre les risques, etc. Sauf que, alors ça c'est ce que je vais te dire, sauf que les données qui étaient fournies par une société qui s'appelle Surgispen, pour ces données, étaient en fait des données qui n'existaient pas, qui avaient été à partir de quelques données existantes dupliquées, etc. Et ça a été levé parce qu'il y a des hôpitaux qui étaient cités et qui n'étaient pas au courant. On a dit, ben non, les données ne viennent pas de chez nous, on serait au courant. Et comme ça, depuis l'année 2000, ça a été révélé, en fait. Et vous voyez qu'on peut arriver à des choses qui sont assez surprenantes. Plagiat, bon, j'en ai parlé, je ne vais pas inciter, c'est sanctionné énormément, le plagiat en France. Et voilà, on pratique ces sites et ces sources et mettre toutes les références. C'est aussi mentionné dans la recommandation de l'UNESCO que je mentionnais tout à l'heure. Lors des conflits d'intérêts,
était particulièrement impliqué dans le domaine, je sais pas si c'est ce que je connais, de la recherche médicale, et c'est défini dans un article dans le New Journal of Medicine, il y a longtemps déjà, en 93, qui dit que c'est la situation dans laquelle le jugement professionnel concernant une valeur essentielle, alors dans le cas bien du patient, l'intégrité de la recherche, etc., est susceptible d'être influencé de manière excessive par un intérêt secondaire, comme le gain financier, mais pas que. Ça peut être la concurrence aussi. Alors, on a des liens d'intérêt, tout le monde a des liens d'intérêt, sinon on n'est pas très compétent dans ce domaine, sinon ça ne s'intéresse pas. Et puis, il peut y avoir différents types de liens. L'important, c'est de les déclarer. Et après, toute la question, et c'est là où les institutions ont des attitudes différentes, pour savoir qui évalue si un lien d'intérêt est un véritable conflit d'intérêt, c'est-à-dire un expert ne peut pas siéger dans tel panel, par exemple, parce que il va être influencé, même s'il fait tous les efforts honnêtement peu, on sait bien que les êtres humains, il va être influencé. Qui évalue, comment, qui sanctionne, ça c'est beaucoup plus flou. Pour les signatures d'articles scientifiques, on a des règles qui sont là, on ne peut pas insister, mais il y a des critères. Et si on ne remplit pas ces critères, on ne peut pas prouver quelque part, et ben on ne peut pas être un auteur. On peut être remercié, on peut dire qu'on a apporté quelque chose qui paraît, mais on a des critères pour être un auteur scientifique. D'accord, c'est bien, mais toutes les revues ne sont pas de même qualité. Et pour faire le lien avec ce dont je parlais l'année dernière sur la science ouverte, c'est entre autres l'accès aux publications qui est pour tout le monde. Dès que l'article paraît, il est accessible à tous. Donc ça révolutionne un peu le domaine de l'édition scientifique. Mais il y a évidemment toujours des petits malins, mais là ils sont nombreux, qui se disent mais comme pour publier un ouvert, il faut payer quelque part, si on ne paye plus les abonnements, si on a accès tout de suite, il faut quelque part, il y a tout que l'argent vient des auteurs qui se mettent. Donc c'est un des modèles de science ouverte. Et il y a plein de revues qu'on appelle des revues prédatrices qui apparaissent, sollicitent en général les chercheurs, en ayant apparemment un comité éditorial, des reviewers, etc. Et on vous sollicite. Il en manque juste un article pour le prochain numéro. Et vous êtes tellement bon dans ce que vous faites, alors vous mettez des références à vos papiers, etc. J'en reçois plusieurs par jour, en fait, de ces sollicitations. Je vais dans la poubelle tout de suite. Et évidemment, il y a un coût pour publier cet article. On vous promet qu'ils vont paraître en 15 jours, oui, à peu près. Il n'y a aucune revue sérieuse qui peut être faite avec une apparition d'un article, même si c'est en 15 jours. Donc c'est déjà un bon indice pour les dépister. Et en général, c'est pas reçu du tout. Et là, il y a un exemple. Voici vous pouvez tout un canular, en fait, où l'article qui est paru là, dans une des revues disait démontrer la pertinence de l'association de l'hydroxychloroquine, toujours la molécule préférée pendant quelque temps, et l'azithromycine dans la prévention des accidents de trottinette. Bon, évidemment, ça n'a rien à voir. Les noms des auteurs, si vous pouvez lire, sont aussi complètement inventés et canulardesques, je dirais. Et cet article est paru. Donc, les jeunes à qui on apprend des choses, en dehors de leur apprendre des règles, il faut aussi leur apprendre comment ne pas se faire prendre à ce genre de trucs. Mais il y en a beaucoup de revues comme ça. Et elles changent tout le temps. Et elles ont des titres qui ressemblent aux grandes revues. Ils ont pignon sur rue et ils ont des revues sérieuses. Voilà un peu les choses qui se passent, qui font
réaliser pourquoi c'est important d'avoir l'intégrité scientifique au centre des activités. D'où cette institutionnalisation. Comment on va reconnaître tout ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles procédures il faut mettre en œuvre? Alors évidemment, il y a la sensibilisation à tout ça des chercheurs et des futurs chercheurs. Et puis, il y a la coordination des efforts des institutions. Parce que si ça part dans tous les sens, ce qui était le cas un peu avant, c'est pas très efficace. Alors, on a eu toute une période où il y avait des actions, des initiatives assez dispersées, sous l'idée de comment on doit faire pour prévenir. On va faire des codes, des codes de conduite. Et il y avait un article, il date déjà il y a longtemps, en 2005, avec un chercheur qui allait analyser 65 codes de recherche européens. Donc déjà, à l'époque, il y en avait beaucoup. Des codes au niveau international, et on avait des institutions en France qui ont mis leur code de recherche assez tôt, au début des années 2000. C'était l'Institut de recherche pour le développement en France et l'Institut Pasteur. Alors, est-ce que c'est efficace, ces codes? Ils ont le mérite d'exister, d'expliciter les questions, et ils peuvent aboutir à une prise de conscience, et aussi être dissuasif en montrant que la procédure existe pour traiter le mouvement, pour régler les conflits, etc. Donc, ils sont variés dans leur format, ils sont pédagogiques, peuvent être normatifs, ils peuvent être complètement utopiques aussi, avec toutes les bonnes intentions du monde, mais rien en pratique. Mais tous ces codes, c'était peu contraignants dans leur mise en œuvre. C'était pas quelque chose que les chercheurs signaient, c'était assez vague sur les pratiques questionnables de recherche. Surtout, c'était assez peu compatible, par institution, avec l'internationalisation et l'interdisciplinarité croissante de la recherche. Donc, c'était pas hyper très efficace. En 2006, il y avait une affaire de fraude, une affaire Vank, qui, moi, dans le domaine de biologie, il y avait un peu le feu aux poudres. Alors, monsieur Vank, c'était un chercheur, c'était la star en recherche biologie cellulaire, en fait, en Corée du Sud, et mais il y avait des ponts d'or, qui étaient vraiment très considérés, etc. Et il a publié 2 papiers, un moment dans Science, grande revue, qui rapportaient des lignées cellulaires, il y en avait, ça veut dire 11, issus d'embryons humains et avec plein de propriétés, etc. Donc ça a ouvert des avenues de recherche, ça encore plus qu'avant, jusqu'à ce que soit découvert par les gens qui lisaient de près les articles, une fois qu'ils n'étaient pas vus, qu'il y avait des trucs qu'ils ne connaissaient pas, que ceux qui étaient décrits comme lignés, ça correspondait quand même un peu trop aux propriétés des cellules initiales. Et de facto, il y en avait pas 11, il y en avait 5 qui étaient liés, et puis il y avait eu des défauts sur l'encadrement éthique de cette recherche, il y avait plein de trucs. Et M. Wang, il est totalement tombé de son piédestal, et ça a fait beaucoup de bruit au niveau international. Et donc, c'est à peu près à ce moment-là qu'il y a eu les conférences mondiales d'intégrité scientifique, donc tous les 2 ans, qui se sont mis en place, et qu'a commencé à être préparé le Code européen d'intégrité scientifique, qui donc fait référence pour la Commission européenne aujourd'hui, pour tous les projets financés par la Commission européenne. Et puis bon, il y a des structurations d'instances, un nombre d'obligations légales, et du coup, la situation a changé, leur organisation opérationnelle, et de nombreuses actions de formation concomitantes par rapport à ces codes un peu flous qui existaient. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de la déclaration de Singapour, issue de la 2e conférence internationale d'intégrité scientifique, et qui donne des principes. Alors là, on est dans le grand international.
Donc, pas être trop précis, honnêteté dans tous les aspects de la recherche, conduite responsable, courtoisie et loyauté dans les relations de travail, et puis bonne gestion de la recherche quand elle est faite pour le compte d'un tiers. Donc, nos organismes de recherche, c'est pour ça que je cite ça, ont tous signé cette déclaration de Singapour qu'ils avaient s'y conformer. Et dans notre loi que je mentionnais tout à l'heure, dans le code de la recherche, on a effectivement ce texte. Les travaux de recherche respectent les exigences de l'intégrité scientifique, visant à garantir, comme ça je l'ai dit tout à l'heure, il y a la définition, honnêteté et rigueur, et rapport avec la société. Et ce code nous dit que l'intégrité scientifique contribue à garantir l'impartialité des recherches et l'objectivité de leurs résultats. Et pour les établissements publics qui contribuent à la recherche, ils doivent transmettre régulièrement au ministère un rapport sur les actions entreprises pour mettre en œuvre l'intégrité scientifique. Donc là, on n'est plus dans des choses floues, il faut dire, vous faites quoi? Les universités sont soumises à ça pour le moment. Et le décret que j'ai mentionné tout à l'heure, de 2021, précise pour le respect des exigences à l'intégrité scientifique, il doit y avoir des actions de sensibilisation et de formation des acteurs de la recherche, des actions de prévention des manquements aux exigences de l'intégrité scientifique. Alors, c'est un peu plus difficile, mais par exemple, les logiciels anti-plagiat, ça fait partie des actions de prévention qui sont mises en œuvre. Ils doivent organiser des procédures de signalement et des sanctions disciplinaires. Signalement, donc des atteintes à l'intégrité scientifique. Et ils ont l'obligation de nommer ce qu'on appelle un référent à l'intégrité scientifique, qui avait été proposé dans le rapport Corvol en 2016. Moi, j'ai été le premier référent à l'intégrité scientifique à l'université Paul Sabatier ici. Il y a un certain temps. Et il y a actuellement une cellule de médiation éthique et déontologie dans cette université. Alors donc, les établissements, ils ont une responsabilité juridique. Donc, sensibilisation, information, respect des exigences. Et là, j'ai mis un peu en bleu, un plus gros. Ils promeuvent, donc nos institutions, nos établissements, la diffusion des publications en accès ouvert et la mise à disposition des méthodes, des protocoles, des données, des codes sources associés aux résultats de la recherche afin de garantir la traçabilité et la reproductibilité. Ils incitent à la publication des résultats de recherche dits négatifs, ce n'est pas toujours facile à faire, parce que les éditeurs, ils préfèrent les résultats positifs ou pour en faire aussi des annonces. Ils veillent à la prévention des manquements et au signalement, et les référents, en fait, doivent définir si quelque chose qui est signalé est effectivement une atteinte à l'intégrité à la recherche ou pas, donc il y a des protocoles pour assurer ça, et puis les établissements doivent donner des suites quand ça se passe. Alors, ce fameux référent à l'intégrité scientifique, il existait, proposé dans le rapport Corvol, il avait été mis en place dans un certain nombre d'universités, dont l'université Paul Sabatier, mais ces missions, elles n'étaient pas définies dans un texte de loi. Et ce que ce décret en 2021 a apporté, c'est que les missions des référents à l'intégrité scientifique, elles sont précisées. Et donc, l'Office national de l'intégrité scientifique apporte des rapports, des éléments pour mettre en œuvre de façon précise et accompagner en fait ces référents. Donc, le gros truc alors de la référence, c'est instruire les questions de signalement, et un des éléments importants, c'est garantir la confidentialité. Ça, je vais quand même insister dessus, parce que quand vous avez sur la place publique que vous êtes soupçonné de atteinte à l'intégrité scientifique, votre réputation, votre carrière, ça en prend un coup,
même si, in fine, c'est pas vrai. Et donc, du coup, c'est important, non pas pour une question d'omerta, mais pour une question de donner une voix à celui qui est soupçonné d'atteinte à l'intégrité scientifique. Il faut avoir des faits pour le prouver, donner une voix, bien sûr, à celui qui signale, et tout ça, pas sur la place publique. Par contre, s'il y a une fraude ou une atteinte grave à l'intégrité scientifique qui apparaît, à ce moment-là, le type de l'établissement, c'est effectivement de le dire. Et contrairement à précédemment, on disait, oh là là, s'il y a eu une fraude dans notre université, dans notre institut, et que ça se sache, ça le fait de notre réputation. Tout le monde sait qu'il y en a. À un moment ou l'autre, plus ou moins grave. Et donc, là où il y en a jamais, ça veut dire qu'ils font mal leur boulot, mais ils ne sont pas référentis, et ça devient l'inverse. C'est-à-dire, si une université est capable de dépister, et puis d'assurer sur les faits, les éléments d'intégrité, et de donner les suites, comme le dit gentiment le texte de loi, à ce moment-là, sa réputation est plutôt, c'est une université sérieuse par rapport à l'intégrité scientifique. Vous voyez le switch qu'il y a eu, le changement. Et ce texte établit un serment doctoral. Alors ça a fait des discussions pendant des dizaines d'années. Faut-il qu'il y ait un serment pour les gens qui passent sur les thèses? Maintenant, la question ne se pose plus, on peut toujours en débattre, mais c'est légalement requis. Tous les doctorants, ça rentre en application cette année, en 2023. Donc on pouvait, l'année dernière, après la promotion, commencer. Et maintenant, c'est requis. Tous les doctorants doivent prêter un serment dans le cadre de la soutenance de leur thèse. Et les chartes de doctorat qui existent doivent faire figurer cet élément et le texte du serment qui est là. Alors le voilà. C'est ça que doivent prononcer tous nos nouveaux docteurs. En présence de Becker, parvenu à l'issue de mon doctorat en titre de la thèse, et ayant ainsi pratiqué dans ma quête du savoir l'exercice d'une recherche scientifique exigeante en cultivant la rigueur intellectuelle, la réflexivité éthique et dans le respect des principes de l'intégrité scientifique, je m'engage, ce qui dépendra de moi, dans la suite de ma carrière professionnelle, quel qu'en soit le secteur ou le domaine d'activité, à maintenir une conduite intègre dans mon rapport au savoir, mes méthodes et mes résultats. Bon, on peut discuter du contenu, on peut discuter du fait qu'il est faible, est-ce que c'est bien d'avoir, mais on a ça, et tous les docteurs nouveaux en France prononcent en fait ce serment aujourd'hui. Alors je vous ai dit que j'allais faire une petite incidence sur les rapports entre sciences ouvertes et intégrité scientifique, tout simplement parce que c'est dans le décret sur l'intégrité scientifique que vous avez vu que nos établissements doivent faire publier en accès ouvert non seulement les publications, mais les protocoles, les données, les logiciels, etc. Donc c'est à travers l'intégrité scientifique que la science ouverte est rentrée légalement dans l'université. Il y a évidemment un rapport avec la reproductibilité des recherches. Si on a accès aux données, etc., on veut voir si c'est reproductible ou pas. Donc, pour la qualité et pour la véracité des données et des résultats. La culture de partage et de discussion, en fait, autour de tout ça, plutôt que la culture de publication qu'on veut faire en soi, on voit bien par rapport entre la science et l'intégrité scientifique. Et l'accès à la réutilisation, c'est important, mais c'est aussi l'accès à la critique. Et ce que fait pire, c'est que finalement, le fait de publier un accès ouvert facilite aussi cette pratique. Alors, il ne faut pas se tromper d'objectif. Si on finit par dire plus mes données, mes résultats vont être lus, plus ils sont ouverts, plus ils sont cités, plus ça me rapporte des points de citation, on se trompe un peu d'objectif. C'est une autre déviation.
il y a toujours des revers aux médailles. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors là, j'ai, pour finir, je sais pas comment c'est, quelques exemples de choses pratiques. Ça, on les utilise avec des étudiants, puisque j'ai dit qu'il y avait la formation en intégrité scientifique. C'est des situations où, voilà, une description d'une situation, comme l'original qui était en anglais, je l'ai essayé, mais j'ai traduit en français là. Je suis un jeune chercheur qui a minutieusement collecté à ma main une grande quantité de données. Mon premier article utilisant ces données vient d'être accepté pour publication. Voilà. Un collègue plus expérimenté de mon département me contacte pour me demander de me donner. Il a un rôle important dans mon évolution de carrière. Qu'est-ce que je fais? Voilà, des choix multiples. Ben, je lui envoie les données. Je dis aux collègues que les données seront disponibles dès que le dernier article que je vais écrire sur le sujet sera paru. Ça peut durer 2 ans. Ou alors je lui dis que je ne veux pas lui accorder de traitement préférentiel, il est comme tout le monde. Ou je lui dis que je suis prêt à lui envoyer les données, mais à condition que je sois co-auteur de tout ce qu'il fera avec. Bon, alors, on discute de ça avec les étudiants. Je ne sais pas si vous avez un choix préférentiel là-dedans, ça dépend de votre domaine d'activité. Mais vous voyez que les situations sont assez faciles, parce que ce collègue, il a de l'influence sur ce qui va arriver à ce doctorant, ou à ce jeune chercheur, dans la suite de sa carrière. Quelque part, c'est pas... Et ça, c'est la réalité quand même, qui existe. Autre exemple, j'ai mené une expérience, mais les résultats n'ont pas fonctionné. Ça arrive. Je suis déçue car j'avais soigneusement conçu toutes les manipulations, les stimuli et les expériences précédentes que j'avais menées pour le même projet avaient abouti. J'ai écrit l'article. Qu'est-ce que je fais? Je rapporte entièrement l'expérience infructueuse comme l'une des principales études de l'article et je commente les raisons potentielles des résultats infructueux dans la section de discussion de l'article. Section de discussion. Eh bien, je mentionne l'expérience infructueuse une phrase et je demande au lecteur intéressé de me contacter pour plus de détails. Donc, on s'appelle gentiment. Ou je ne dis rien du tout. Ou bien dans l'article, je n'en parle pas. Mais je la mentionne dans la lettre à l'éditeur qui accompagne la soumission de l'article. Je suggère qu'elle puisse être incluse s'il le souhaite. Vous voyez, là, il y a tout un panel d'attitudes où soit on passe le ballon à un autre, soit on fait le mort, soit on risque avec l'expérience infructueuse de dire non, votre papier, il y a un truc qui n'a pas marché, recommencer et revenir plus tard. J'en ai 4 ou 5 ans. Ça va pas être excellent. Cet exemple, et je demande une subvention pour financer ma recherche sur un sujet scientifique spécifique. Un de mes collègues est connu pour être très bon dans l'écriture des demandes convaincantes. Et quand on fait une demande de fonds, on a besoin d'argent pour réaliser la recherche, d'intérêt être convaincant. Je lui demande de l'aide, car j'ai vraiment besoin de la subvention, et il est disposé à m'offrir un coup de main et à réécrire ma demande. Chic. En lisant ces changements, j'ai l'impression que c'est trop séduisant et que cela promet plus que je ne serais capable de livrer. Cependant, je dois admettre que la demande est vraiment impressionnante, convaincante. Et la date limite de remise de la demande, c'est demain. Qu'est-ce que je fais? Alors, je félicite mon collègue et je soumets la demande comme il l'a fait. Je décide de réécrire la demande pour qu'elle soit plus réaliste, moins séduisante, même si mes collègues travaillent toute la nuit, et que cela peut aussi diminuer mes chances d'obtenir la subvention.
j'utilise mon projet original et je dis à mon collègue que sa conduite est totalement inacceptable. Ou je demande à un autre collègue de lire la demande et je m'en remets à son opinion. Vous voyez qu'il y a toujours ces différentes attitudes possibles. Et quand on fait ça avec les étudiants, ils votent pour des solutions. Vous voyez qu'il y a tout un panel en fonction de leur vécu, de leur contexte de recherche, de la pression, disons, où ils se mettent dans leur peau dans cette situation. On a en fait une distribution, non pas égale, il y a certaines solutions qui seront jamais prises, et ensuite on les fait discuter. Pourquoi choisissez ça, quel est l'avantage, les inconvénients, basé de leur choix. Et c'est en fait, c'est en fait extrêmement utile. Et c'est l'université de Rotterdam dans ses cours en fait ou formation à l'intégrité scientifique qui a fait en fait si j'ai présenté mon même jeu et on le fait avec des votes sur des petits outils, etc. Donc je peux vous donner un exemple en fait. Comment on fait en pratique, on n'est pas juste dans les textes de l'école, etc. Et donc je conclue en disant l'intégrité scientifique, elle est effectivement au cœur de la pratique de la recherche. Elle est non seulement du point de vue de la recherche, mais du point de vue de la société. Et que depuis quelques années, elle est devenue un sujet qui est enseigné, organisé, et même donc, montré un objet du droit au niveau national et international. Ceci dit, comme tout aspect de la recherche, elle pose question, elle réclame de la vigilance, aussi bien aux doctorants et jeunes chercheurs qu'aux plus chevronnés, dont les jeunes chercheurs disent souvent, mais tout ce que vous nous faites, vous nous apprenez, vous nous faites réfléchir, il faudrait nous faire la recherche. Et régulièrement, on a cette réflexion. Je dis, c'est aussi pour les chercheurs chevronnés, qui n'ont peut-être pas eu cette formation et cette aptitude et qui fonctionnent peut-être selon les normes Kudos. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Alors, tu as pu suivre un peu ce qui se passe actuellement à l'Université de Toulouse. Il y a eu combien de cas où tu as été sollicité? Alors moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais dans le premier lot de référents intégrité scientifique dont le rôle n'était pas trop bien défini, etc. Donc j'ai été sollicitée dans ce moment personnellement. Et ce qui se passe, c'est que une des façons de pouvoir être sollicité, il faut que les gens soient au courant. Donc maintenant, le fait que le référent à l'intégrité scientifique, il est obligatoire et que l'université doit rendre visible en fait cette fonction. Alors il y a tout un tas de règles pour nommer un référent, comment il faut faire avec les tables associées avec tout ça. Il y a aussi tout un tas de cas où comment se déporter si, puisqu'on est nommé par le président de l'université, si le président de l'équipe dirigeante d'une université est impliqué dans un cas, c'est pas être le référent nommé par le président qui va l'analyser. Et donc, du coup, il y a toute une procédure pour que le référent local se déporte, que ce soit un référent d'ailleurs, qui examine ce genre de cas. Il y a tout un tas de choses pratiques qui effectivement, se mettent en place petit à petit. Et je pense que les formations qui existent pour les chercheurs et les jeunes chercheurs maintenant, qui mentionnent ces fonctions, ces personnes qui existent, rendent plus facile. Parce qu'au-delà des cas où tu as une allégation d'atteinte à l'intégrité scientifique, c'est comme ça qu'on les appelle, il y a aussi plein de cas où les gens viennent pour des conseils. Et ça, il y en a beaucoup plus. Et là, je me pose des questions, qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc ça, c'est un rôle important. Oui, j'ai appris beaucoup de choses. Je ne savais pas qu'on avait fait autant de démarches pour renforcer la crédibilité scientifique et puis l'intégrité scientifique. J'ai envie de dire tout ça pour ça. Plus on fait le rapport, plus on fait de colloques, moins on les applique au principe. Je vois ça surtout à la lumière de ce qu'on a vécu depuis 3 ans. Autant une absence totale de débat sur ces questions qui touchaient quand même la population.
Alors, pour reprendre quelques points que vous avez cités, la crédibilité secouée scientifique à travers l'exemple de l'IHU de Marseille. Bon, ça c'est un jugement de valeur. Je pense que j'aurais préféré qu'on parle vraiment d'une crédibilité scientifique, d'un conseil scientifique qui dit aux gens, prenez des bras, restez chez vous et accessoirement trouvez à la maison. J'aurais préféré qu'on parle aussi des essais cliniques, faits par les laboratoires qui sont fraudes à tous les étages. Bon. Alors, pour ce qui est de vos pratiques contraires, ça c'est tout à fait vrai ce que vous avez dit là-dessus. Bon, j'ai pas le temps de parler de mille choses, mais quand même, dans les fraudes monumentales, il faut préparer l'exemple du docteur Drosten en Allemagne, qui grâce à lui a inondé le monde entier de tests PCR complètement farfelus. Il avait pourtant au départ en Allemagne un débat scientifique, c'est-à-dire qu'il avait des confrères qui le traînaient dans la boue. Moi, je suis pas compétent pour en juger cette matière-là. Mais il y avait un débat. Bon. Au bout de 2 jours, son truc était accepté et le test circulait dans le monde entier. D'ailleurs, continue à circuler dans le monde entier avec toutes les conséquences que, dans le fait des dissimulations de données, les effets indésirables, on a pu les mentionner que quand on avait obligé, suite à des procès, des labos à publier des données. On découvre maintenant les effets secondaires. C'est pas mal. Le discours scientifique, il y a des gens qui se prétendent scientifiques, pédigrés a priori, je ne les soupçonnais pas, ils ont transformé un discours scientifique en slogan publicitaire. C'est ce qu'on a appelé vulgairement les médecins de plateau, un produit sûr, efficace, qui protège les formes graves. On voit le résultat. Bon. Dans les études, on a invoqué la randomisation qui était le mec plus ultra pour juger d'une étude. Bon, j'ai pas d'opinion précise là-dessus, mais ce que je remarque, c'est que ceux qui prônent la randomisation n'ont pas été jugés à même de la respecter. Donc, les essais cliniques, on s'est affranchi de ça, que ça permettait de s'affranchir de résultats un peu emmerdants. On a abandonné les gens qui étaient en avant au départ, on les a enlevés. On s'est débarrassé de cas gênants. Je prends l'exemple aux États-Unis de la vaccination qui était préconisée pour les enfants, où ils ont absolument, à partir d'un échantillon, sans préjudice de ce qu'il valait, a été réduit à une portion congrue. Quand ils sont retrouvés à 8-3, 8 pour vacciner, 3 non vaccinés, le contraire, 8 pour non vacciner, 3 vaccinés, on a réglé que c'était efficace. Vous voyez, on arrive quand même à des sommets absolument... Alors, je pourrais dire aussi quand même, bon, j'en ai pas le temps de trop parler, un phénomène essentiel quand même, j'aurais aimé que vous en parliez, c'est la modélisation en épidémiologie en utilisant les mathématiques. Je dis pas que c'est une escroquerie, mais c'est un leurre. Et c'est quelque chose que là, bon, il faudrait plus de débats pour en parler. Le problème, c'est que ces modélisations, elles ont eu des conséquences. Je ne vais pas les développer en détail. L'affaire Cochenez en France, le Pasteur, grâce à qui on a été soumis au pass vaccinal, au pass sanitaire et au confinement, je trouve ça quand même un peu... Il y a même une plainte en justice parce que justement ce monsieur a trafiqué des données, il a écrit une équation qui n'avait aucun sens, qu'un étudiant en master aurait sanctionné. Ça passe, et ça n'a pas été contrôlé par les pairs non plus d'ailleurs. À partir d'hypothèses fausses, on peut... Alors, quelle est votre question? Comment? Quelle est votre question? Parce que, moi, je pourrais vous en rajouter plein aussi, mais je faisais une conférence sur à ces observations, si vous savez. Moi, je donne mon ressenti suite au problème de l'intégrité scientifique. Je vous dis qu'elle est absolument pas respectée dans le contexte actuel où il aurait été important qu'elle soit plus que jamais respectée, c'est ça. mais vous avez tout à fait raison, et des exemples, il y en a un appel. J'ai dit sur une diapo qu'on en avait, on en avait de plus en plus. Moi, je ne pouvais que en prendre quelques-uns, j'ai pris quelques-uns, mais effectivement, tout ce qui se met en place, et on a de la difficulté à l'appliquer parce qu'on a besoin de temps pour les applications, etc., dans des situations qui sont de pression, par exemple, épidémie, où on fait des résultats rapidement, etc. Donc là aussi, il y a un problème d'équilibre entre mettre un certain nombre de règles et voilà. Donc effectivement, il y en a plein d'exemples, et puis bon là vous avez pris des exemples, moi aussi d'ailleurs dans le domaine biomédical, mais il y en a plein dans d'autres domaines de la science aussi. Donc je veux dire, ça n'est pas restreint au domaine médical, le fait qu'il puisse y avoir des problèmes dans la conduite de la recherche, et tout ce dont je parlais aujourd'hui, c'est pour essayer de mettre en place
mesures D'accord. qui permettent de diminuer ce nombre. Mais ça va pas le faire disparaître. J'aurais dû me poser la question au départ comme ça, suite à tout ce que vous avez développé, pour tous ces efforts faits, etc. Comment se fait-il qu'en 2020, on se retrouve, malgré tous ces efforts de colloques et tout, dans la situation qu'on a vécue quand même? C'est pas une blague, hein. Tous ces milliards de gens qui sont injectés, des politiques indépendants, par exemple. Mais effectivement, il y a ce que je vous ai dit sur le plan international, que autant on peut être au niveau national à avoir des lois et des choses très précises. Dès qu'on est dans le niveau international, on est sur des principes beaucoup plus généraux, parce que les systèmes juridiques sont différents, les traditions culturelles sont différentes d'un pays à l'autre. Donc quand vous avez l'UNESCO qui travaille sur un domaine, chaque mot est pesé et il faut que ce soit accepté par les Japonais comme par des Américains ou des Européens. Donc du coup, le droit international est un droit plus mou que le droit national, qui peut être contraignant, le droit pénal, etc. Mais c'est comme pour tout. On met en place des règles, les établissements font réellement des efforts pour les rendre opérationnels, et donc ça met toujours un certain temps à se mettre en place. Et puis après, on fait des progrès. Mais ça ne va pas supprimer les choses. Il y aura toujours des gens qui arriveront à se planter et à... Non, c'est pas du plantage, madame. C'est sérieux. Se planter, c'est-à-dire s'arranger pour ne pas être... Là, vous parlez de théorie, pratiquement, effectivement. Non, question suivante, et puis bon, on va revenir. Oui, j'arrive. Oui. Non, je suis même aller sur le même registre que Denis. Donc, je suis aussi au sympathique, parce que bon, c'est pas assez mathématique, c'est notre réunion. Mais, donc, merci de m'avoir pour la conférence. Et j'ai appris pas mal de choses aussi. C'est que j'avais oublié que maintenant, on demande un serment au docteur. Et qu'effectivement, il y a plus que les docteurs qui auraient besoin de faire un serment. Mais bon, on a bien compris que les docteurs aussi, les médecins aussi font un serment, sans un Hippocrate, c'est pas... Et on a compris, pour prendre des exemples de Denis, ouais, que le fait de faire un serment n'est pas la garantie de grand-chose, mais on en est ramené à la question de l'honnêteté. Ce que l'on dit dire simplement, mais la question c'est un peu la même. Donc c'est très intéressant, et on comprend qu'il y a des efforts sincères, réels, et que c'est utile. On comprend, c'est l'université par exemple, il y a des cas, les exemples que vous avez donnés à la fin sont des cas très concrets, Oui. très extrêmement concrets et extrêmement difficiles. Et donc, c'est très important de travailler là-dessus. C'est bien, on est, moi, je voudrais souligner ce dont on parlait ici, le point de vue de la société. Et l'angle mort, si je peux me permettre, il me semble, dans ces discussions-là, c'est une énorme discussion, c'est celui, effectivement, de l'intégrité scientifique n'est pas l'affaire de chercheurs, ou alors elle est l'affaire des chercheurs au sens large, en tant que citoyens, tout simplement. Et ce qu'on a vécu, en 2020, en fait, 2021, c'est un terreau, tout ça, c'est un tremblement de terre, au niveau, effectivement, de la crédibilité des scientifiques. C'est dramatique. C'est dramatique, on va pas, mais vous comprenez pas, quand on entend un slogan comme tous vaccinés, tous protégés, c'est un slogan, c'est un mensonge. On avait quelque chose qui était, mais osé, scientifiquement clair, c'est un mensonge. Et donc, c'est très grave. C'est que la question de l'intégrité scientifique, effectivement, il faut que les scientifiques s'en emparent, mais c'est une question qui nous dépasse tous, mais au moins qu'on ne se voile pas la face, il y a une instrumentalisation terrifiante et qui jette un délit très important sur l'activité scientifique. Alors, et donc la question, c'est comment on veut essayer, par rapport à ça, effectivement, de maintenir, encore une fois, il ne s'agit pas de s'opposer à un tribunal, c'est une question extrêmement difficile. Moi, je ne suis pas un biologiste ni médecin, c'est pour cette histoire-là. Et on sait avec les fabricants du groupe, hein, depuis les années 50, 60, et il y a d'excellents livres qui sont là-dessus. Donc, c'est toute une activité économique, la fabrication du doute, et dans tout un tas d'industries, ça dépasse très largement le cadre médical. Donc, ça se met pas simplement, il ne s'agit pas de s'opposer à un tribunal de rien, mais par contre, il y a une exigence scientifique. Et l'exigence scientifique, c'est celle
l'honnêteté, on ne demande pas simplement aux scientifiques, on le demande à tous les citoyens. Cette exigence scientifique, elle est de maintenir le débat. Et de maintenir la discussion possible. Et de maintenir les échanges possibles. Je veux bien revenir là-dessus, mais merci pour amener cette question. Parce qu'effectivement, il y a des résultats scientifiques, il y a les débats, il y a des choses contradictoires qui sont complètement normales dans le domaine scientifique, notamment dans le domaine de biologie, où il y a toujours des paramètres qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et puis il y a l'utilisation des réflexes, notamment par les pouvoirs publics, pour prendre des décisions de politique publique, en fait. Et je crois qu'il ne faut pas confondre le discours scientifique, le débat scientifique, le fait, notamment au moment du Covid, il y avait vraiment des débats entre, et puis on ne pouvait pas conclure, quoi. Dans un moment de tension comme ça, les pouvoirs publics, les décideurs, ils veulent du sûr, ils veulent des réponses oui/non, et que les scientifiques ne peuvent pas donner. Et bon, il y a tout l'aspect médias, etc., et qui étaient invités. C'était pas les scientifiques qui pouvaient expliquer, parce que c'est quand même un peu compliqué aussi. On ne savait pas grand-chose sur ce virus, on ne savait pas, etc. Expliquer un certain nombre de choses. Il faut des choses qui soient percutantes. Et je pense que sur les vaccins, Olivier Nérol, probablement, pourra, dans sa conférence au mois de décembre, reviendra pas que sur ce domaine-là, hein, mais sur ces aspects-là. Et donc, la voix des scientifiques, avec le débat, avec le doute, ça on sait, on est sûr, c'est démontré, il y a 300 chercheurs qui ont trouvé le même résultat dans ce sens. Ça on sait pas. On est encore dans, c'est pas audible au niveau de pouvoir public qui veulent prendre des décisions. Et c'est extrêmement difficile, notamment en santé publique, qui est le domaine où on est, là où je suis. Cette aide à la décision publique, en gardant, j'allais dire, les pieds scientifiques, si on peut dire, c'est difficile, hein. Et surtout dans des situations d'urgence, des situations épidémiques où personne ne sait trop que faire, etc. Donc on a vécu une expérimentation, là, carrément, sur cette dimension-là. Maintenant, effectivement, je pense que... C'est difficile, mais c'est ça être intègre. Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Donc, le chercheur ou les chercheurs, ils peuvent pas forcément, ils peuvent être intègres dans ce qui dépend d'eux, dans leur sphère. Mais à un moment donné, ça s'échappe. Et la décision publique, le fait de dire ça ou de choisir le slogan pour accompagner une décision ou une autre, pour le coup, ça ne revient pas au scientifique. Donc il ne faut pas... ils peuvent aller jusqu'à un certain point, à un moment donné, ça leur échappe. Je pose une question qui est sur le fonctionnement de la recherche, sachant que je travaille toute ma vie à l'université, je vais être chercheur, mais en contact avec des chercheurs. Ça veut dire que la recherche, dans certains domaines, c'est très compliqué, ça nécessite énormément de personnel pour faire fonctionner une machine. Je prends l'exemple d'Internet, c'est dans le CERN. Dans le CERN, il y a des chercheurs, il y a énormément de techniciens et d'ingénieurs qui ont travaillé à mettre en place cela. Dans les grands laboratoires de Toulouse que je connais, vous avez énormément de personnel qui travaillent pour la recherche et qui ne sont pas chercheurs, et qui ne sont pas le grand public non plus, parce que faire des expériences, que ce soit dans l'espace, ou que ce soit dans la grosse technique, et que ce soit dans l'informatique, il y a besoin de personnel qui, lui, n'est pas concerné, je dirais, par l'éthique de la recherche, mais par l'éthique du travail, en contact avec la recherche, et qui ne sont pas le grand public. Donc, c'est-à-dire que limiter le débat entre le public et les chercheurs, c'est dire qu'il y a quand même tout un tissu d'activités qui n'est pas, qui devrait être représenté, qui ont rapport avec comment la recherche fonctionne, non pas uniquement avec les chercheurs, mais avec tout un personnel qui font qu'il y a des machines, Oui. et qu'il y a une éthique aussi sur l'utilisation des machines. Mais vous savez, Donc ce n'est pas uniquement une éthique de la recherche, c'est aussi une éthique de la technique. Il n'y a pas d'engagement. Moi, en tant que, enfin, il y a travaillé dans la technique, j'avais une éthique en tant que chercheur quand j'ai été chercheur, et quand j'ai travaillé en tant que technicien,
eh bien, on va pas demander de savoir si votre travail technique avait une éthique. Donc, ce que je Alors, pense en que fait, l'éthique doit concerner aussi tous les métiers qui sont en relation c'est avec ça la que je veux vous dire. Alors, j'ai compris votre question. Et dans la recommandation de l'UNESCO, on dit, dans ce cadre-là, quand on dit les chercheurs, c'est l'ensemble des personnels qui contribuent à la recherche. Donc, c'est pour ça que j'allais vous interrompre en vous disant que c'est exactement pris en compte. C'est un peu compliqué peut-être d'écrire dans un texte, X fois, ils le mettent au début. C'est en fait l'ensemble des personnes qui contribuent à la progression des connaissances et à la recherche, y compris les techniciens, les gens de la bibliothèque, tout ça. D'où mon discours personnel qui est que dans les labos, donc, qui ont des machines, qui ont des services communs, qui ont un certain nombre de choses, c'est extrêmement important d'avoir des séminaires, il y a toujours des séminaires scientifiques hein, dans les labos, qui portent aussi sur ces domaines-là. Parce que les techniciens, les ingénieurs, ils vont dans ces séminaires. Si c'est quelque chose qui peuvent les concerner, peut-être pas sur les techniques précises dans lesquelles ils travaillent pas du tout, mais sur des choses générales comme ça, c'est très très important. Et dans les labos, donc je parle pas là des institutions, dans chaque labo, il y a la possibilité, c'est pas une obligation, d'avoir une personne plus particulièrement en charge que les gens localement peuvent aller consulter pour parler de ces aspects-là, sans être le référent des unités scientifiques. Là, il y en a un par établissement. Mais je crois qu'avoir ces discussions au sein des labos, pour ce qui concerne le type de recherche qu'on fait, je pense que c'est très important, et vous avez tout à fait raison, ça ne concerne pas que ceux qui ont un titre de chercheur au niveau de la fonction qu'ils exercent. C'est vraiment tous les gens qui contribuent à ce qui se passe dans un labo de recherche. Bonjour. Alors moi, je suis pas du tout chercheuse. Hein. Je fais des merci. Donc, j'ai une amie par contre qui est chercheuse et j'ai entendu une émission sur France Inter, une chercheuse qui parlait de son boulot. Et en fait, elles expliquaient qu'il y a de moins en moins de postes pérennes. Souvent, c'est des missions qui ont une durée et qu'en plus, souvent, elles devaient trouver les gens qui allaient la sponsoriser, enfin les sponsoriser, qu'elles devaient faire tout l'administratif, etc. Donc, peut-être passer la moitié du temps pas dans la recherche, à faire autre chose. Et comme il leur faut des sous pour pouvoir faire ce qu'ils veulent, enfin, c'est ce qu'ils veulent rechercher. Moi, je me posais la question, comment on fait pour rester indépendant en étant financé des fois par des grandes entreprises ou des choses comme ça. Il doit y avoir, enfin, on n'est pas dans un monde de bisounours, hein, donc ils doivent avoir des pressions ou des choses comme ça. Enfin, comment on vit ça? Tout à fait, ça existe. J'aime bien vous décrire votre quotidien, là, à travers ce que vous avez écouté et entendu. Alors, il y a un certain nombre d'éléments pour essayer de se protéger ou de prendre ça en compte. Par exemple, il y a toujours, quand une entreprise finance, il y a un contrat entre une institution de recherche au labo et l'entreprise qui finance. Dans ce contrat, il y a un certain nombre d'éléments qui doivent être explicités, notamment par rapport à la liberté de publication. C'est-à-dire le résultat à tous ces liens d'intérêt, etc. Et donc ça, c'est pour essayer de garantir que la recherche qui se fasse ne soit pas bridée, mais que les résultats sont ce qu'ils sont et qui doivent être publiés. Un certain nombre d'entreprises demandent que la publication leur soit soumise, même disons à la hiérarchie d'entreprise, mais pas pour les gros auteurs, c'est normal, avant d'être soumise à la publication. On peut admettre qu'ils veulent savoir ce qui sort, c'est normal, mais est-ce que c'est pour y mettre un veto ou pas? Donc ça, il y a des façons de formuler ces clauses de contrat auxquelles nos organismes sont de plus en plus attentifs.
de façon à pouvoir effectivement garantir au mieux cette indépendance. Les revues dans lesquelles on publie, je parle pas des trottinettes, là, des revues sérieuses, on doit faire une déclaration de lien d'intérêt. C'est-à-dire que si on a été financé par Bayer, enfin, une entreprise, j'ai dit Bayer, ça me fait mal l'idée, mais une entreprise, il faut que ce soit mentionné. Donc, au moins, le lecteur puisse se dire, ah, il y a peut-être là, voilà, oui, c'est ça, un intérêt, ou bien, il faut que je me méfie, je vais essayer de trouver un autre article avec un financement différent. Donc, il y a un certain nombre de mesures pour essayer de diminuer ça. Dans la charge de travail, on fait tout, on fait l'administratif, c'est vrai. Et on fait autre chose que le métier qu'on a choisi. En disant que le métier se met à avoir des facettes inattendues, si on nous déclare de notre façon. C'est vrai aussi, donc c'est rempli. Mais effectivement, toutes ces mesures sont là pour essayer de limiter ce que vous décrivez. Alors, vous nous avez expliqué comment se met en place des codes, des chartes, mais d'un autre côté, nous avons la persistance de ce que j'appelle des structures incitatives, c'est-à-dire la persistance du choix parish, le caractère sélectif de l'entrée dans les organismes de recherche, la très forte hiérarchisation qui fait que dans la recherche, tout le monde n'est pas égal. Donc, dans cette république des chercheurs, tout le monde n'est pas égal. Tous les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Alors, est-ce qu'avec toutes les codes, les chartes, on ne risque pas de tomber dans l'illusion de faire quelque chose? Alors, merci de cette question qui est très importante. Je pense que c'est l'effet qui montre aussi on est dans l'illusion. L'illusion, elle était, je veux dire, sur un certain nombre de codes qui partaient de bonnes intentions, mais qui ne se traduisaient pas par des mesures concrètes pendant longtemps, parce qu'on ne savait pas faire, ou parce que c'était tellement varié que finalement il n'y avait pas d'incitation à ou d'obligation à. Je pense qu'avec la structure qu'on a actuellement, on est un peu plus dans le transformé en réalité, en fait. Donc, sur l'inégalité, alors là, par exemple, le système d'évaluation de la recherche, il est en train d'évoluer. Ça se passe lentement. Et bon, je crois que les évolutions se passent lentement dans les structures, parce que le publish or perish, dont vous parlez, je vois par exemple, pour le moment, au CNRS, et pour l'organisme initial, on ne vous demande plus votre liste de publications exhaustive. Voilà. Ça, c'est une 40 ans d'avoir fait 20. Ce qu'on vous demande, c'est d'argumenter celles qui sont pour vous importantes. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait dedans? Et pourquoi vous choisissez de dire, voilà, c'est une publication pour laquelle j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Elle me paraît être importante parce qu'elle a rapporté telle connaissance, telle nouvelle technologie, peu importe, qui a fait impact dans l'évaluation du travail. Et ça peut ne pas être des publications. Ça peut être une base de données, ça peut être, on vous demande vos productions scientifiques. Et le fait d'évaluer avec des critères un peu différents, de moins en moins l'impact facteur des revenus, par exemple, c'est très malvenu de ces effets pour les membres de la commission. Bon, ils sont briefés là-dessus, mais en plus, c'est vrai que moi, j'avais un jeune chercheur qui avait mis son facteur H, qui est un des éléments pour montrer comment il est cité par la communauté scientifique qui cite ça dans son domaine. Et je l'ai vraiment réprimandé en lui disant, mais tu vas te faire descendre. Ne mets plus ce facteur dans ton CV. Ça montre que tu n'es pas au courant même des éléments d'évaluation actuels. Et l'année dernière, il y a eu, ça a été préparé pendant plusieurs mois, une déclaration sur réformer le système d'évaluation de la recherche.
donc Reforming Research Assessment, qui s'est passé au niveau européen. Maintenant, il y a pas mal de membres internationaux. Ceci a été ouvert à signature par les organismes de recherche. Et en 6 mois, il y avait plus de 500 organismes, universités, etc., qui avaient signé. Signer ça, ça voulait dire qu'ils s'engageaient à mettre en œuvre un certain nombre d'éléments de cette déclaration. Donc cette coalition, qui s'appelle COARA, Coalition sur réforme le système d'évaluation de la recherche, c'est quelque chose qui est en route. Donc qui se fait pour éviter ces pressions. Alors quand ça va d'un côté et ralentir de l'autre, c'est difficile, hein, ce domaine-là. Mais moi je suis pas sans espoir, parce que les pressions, elles existent, vous en avez parlé aussi. Le fait que tout le monde n'est pas égal, donc c'est la hiérarchisation, le pouvoir sur, c'est quand même beaucoup plus pisté ça que avant. Quand moi j'étais un jeune chercheur, j'ai eu la chance, on m'a laissé faire ce que je voulais, mais c'est pas toujours le cas. Et il y a tous les aspects, enfin ça procède du harcèlement en fait, du harcèlement moral, dire j'ai donné sous le poisson. Et c'est beaucoup plus quelque chose auquel les laboratoires font attention maintenant. Donc, je dis que ça avance. Et on n'est pas dans un monde de bisounours, et on n'est pas dans le grand idéal. Mais je dirais que je suis moins pessimiste maintenant qu'il y a 20 ans sur les systèmes, parce que je les vois évoluer. On n'est pas à l'idéal, mais bon, je crois que les profs. Juste rapidement, j'espère que vous avez raison. Suivant les disciplines, on n'a peut-être pas les mêmes perceptions, mais vous avez évoqué la LPR. Personnellement, il est difficile de dire que quelqu'un ne va pas opposer, de dire ce que vous dites. Je reprends les firmes juniors, par exemple. Il y a des mécanismes, que ce soit les ANR, que ce soit les ERC, on comprend que tout ça, ce sont des financements. Effectivement, de plus en plus de choses, on marque uniquement sur le financement, les laboratoires, les financements pérennes sur le laboratoire, ils deviennent très peu, et dans très peu de postes créés, etc. Mais il y a une pression, les mêmes, qui fait que c'est très difficile, que c'est la compétition, la compétition pour la compétition qui l'emporte. Bon, espérons que vous ayez raison. Bon, mais c'est vrai que le financement sur projet, les postes à court terme, etc., ça ne va pas dans le sens de calmer les choses et avoir moins de pression sur les chercheurs. Vous avez complètement raison. Mais il n'empêche que pour un certain nombre d'éléments, notamment le niveau évaluation, etc., ça n'empêche pas la compétition. Et que de toute façon, dans la recherche, il y a la compétition. Il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres, et puis il y en a qui ont plus de chance aussi, à un moment donné. Appelons l'émulation, ça fait plus positif. Et bon, c'est pas une mauvaise chose en soi. Par contre, effectivement, quand c'est un système qui étouffe et qui empêche, en fait, de pouvoir avoir une vision à long terme, de pouvoir faire son travail correctement et sereinement, effectivement, ça pose des questions. Ouais. Mais je pense qu'on peut plus facilement faire remonter aujourd'hui son étouffement par le système. C'était inaudible avant, c'était indicible. Maintenant, les gens peuvent nous dire, alors ça change pas le système, mais on peut au moins libérer la parole là-dessus, et quand la parole arrive des faits, bon, pas. Bonsoir. J'avais une petite réflexion d'abord sur ce que vous avez dit tout à l'heure pour que la relation entre le grand public, les chercheurs et les politiques, Oui, pas difficile évidemment. Et moi, je regrette un petit peu dans ce que vous avez dit. Moi, je comprends très bien. J'aurais attendu effectivement que les scientifiques disent, nous, pour l'instant, on ne sait pas, on cherche. On dira quand on aura des résultats, et que les politiques disent. C'est un petit peu ce qui s'est produit au début au moment du masque. Le port du masque, c'est les politiques qui ont décidé, qui ont dit, bon, on impose le port du masque. Au début, ils ont dit, il ne faut pas le faire, puis après, ils ont dit, on l'impose. Bon. Et les scientifiques ont dit, voilà. Là, c'était très bien. Après, moi, ce qui m'embêtait beaucoup plus, c'était que le gouvernement et les médias ont réussi à trouver des scientifiques pour venir appuyer
les choix politiques ont été appuyés après coup par des civils. Ça m'a beaucoup plus dérangé. Ça, je pense que ce qu'on disait tout à l'heure, la perte de confiance des scientifiques par le public, elle vient notamment de là. Oui, mais vous avez complètement raison. Mais c'est très difficile dans ces délais-là parce que ce qui peut donner confiance au public, même si c'est quelquefois compliqué à dire la liste controvertisse, c'est justement que ce débat existe. Et vous le voyez comme quelque chose de positif. Alors, on ne sait pas trop, c'est attend encore, on n'a pas des réponses définitives. Il y a d'autres gens qui disent n'importe quoi, ils ne sont pas d'accord entre eux. Et qui finalement ne voient pas l'intérêt du débat scientifique quand on n'a pas les réponses. Et qu'il faut être capable de dire ça. Et Mais il faut pas se dire qu'on n'a pas les réponses. oui, il faut accepter de dire qu'on n'a pas les réponses. Et puis il faut qu'en face, on puisse être entendu. On n'a pas les réponses, c'est pas parce qu'on fait rien. C'est parce qu'on n'a pas les réponses. Et quand les données ne sont pas là, c'est très vrai que des données d'essais cliniques viennent après un certain temps, des données sur les techniques viennent après un certain temps, et si on avait... Ils n'ont pas expliqué. Non, C'est c'est en fait ce qui fait râler, moi la première, dans le domaine scientifique, c'est que la démarche scientifique et le fait qu'elle prend du temps, et le fait qu'elle a certaines exigences qui ne correspondent pas à une façon de poser des questions en fonction des méthodes qu'on a à sa disposition, qui ne correspondent pas à ce que le politique ou un peu d'âme du public, peu importe, va poser. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Si on reformule, c'est attendez, mais vous ne répondez pas à ma question. Je ne peux pas répondre à votre question parce que scientifiquement parlant, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas de sens, mais on n'est pas capable d'y répondre. Donc c'est vrai que c'est ce dialogue, je pense qu'on parle jamais assez avec des gens comme vous, de qu'est-ce que ça veut dire la démarche scientifique en fait. Qu'est-ce qu'on est capable de dire, à quel genre de questions on est capable aujourd'hui de répondre dans quel domaine, et à quelle question on peut dire ça serait bien de pouvoir y répondre, on n'a pas les outils pour, on n'a pas les données pour. Alors, oui, on en vient à regretter qu'il n'y ait pas, enfin, les sanctions ou le code de déontologie qui est posé aux gens pour faire de la recherche, malheureusement, il doit s'appliquer aussi quand ils font du grand public et qu'ils s'adressent au grand public. Alors ça, il y a des au niveau des organismes de recherche, un programme de formation des chercheurs à ça. Enfin, des jeunes chercheurs aussi. On fait des modules sur l'éthique de la recherche, etc. pour des doctorants. Et on a une partie sur la communication. Il faut pas aller raconter sa thèse de la même façon à son boulanger, qu'on va voir tous les jours, et son voisin, et à son collègue où on va employer le charbon, etc. Et c'est pas forcément les mêmes choses qui sont importantes à expliquer. Et donc ça, ça s'apprend en fait, quelque part. C'est difficile, enfin, il y en a qui ne savent pas le faire. Il y en a qui savent le faire, il y en a qui n'arrivent pas du tout. Voilà, c'est... Ouais. Je me souviens d'un chercheur, quand je dirigeais au CNRS, il était brillant, il formulait d'idées, il était vraiment, c'était gentil comme tout. Mais il voulait parler à la même vitesse qu'il pensait. Donc il disait un mot, il en sautait 4, et il disait un mot, il en sautait 4, en fait, pour que ça aille aussi vite. C'est pas possible. À la limite, à l'intérieur du labo, on comprenait ce qu'il voulait dire. Mais à l'extérieur, c'est inimaginable. Et bon, c'est juste un exemple, mais ça s'apprend. Ouais. Après, du coup, ça marchait bien sur une question pour développer un peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Je me demande, donc, est-ce qu'on peut résumer un peu le procédé où un chercheur publie un truc visiblement truqué ou voilà, une triche, et quel processus qui peut lever le lièvre et dire il y a un problème là, qui est autorisé à faire ça, voilà, et après comment ça se déroule, quelles peuvent être les sanctions éventuelles. Alors, le premier filtre, c'est les reviewers, puisqu'un papier n'est publié que quand il a été relu par des gens du domaine, s'ils font bien leur boulot, ils vont voir qu'il y a un truc qui cloche.
Mais quelquefois, en particulier quand c'est rapide, on vous dit il faut quand même pas mettre trop de temps pour faire ces reviews, puis on a autre chose à faire, etc. Donc c'est peut-être pas, il y a d'abord là la qualité de la revue. Pour revenir à ce que vous disiez, le fait de relire des articles avant qu'ils paraissent, et donc faire son boulot de pair par rapport à nos collègues dans le même domaine, c'est très peu valorisé dans la carrière. Ça vous prend des heures et des heures de bien lire un article, de regarder les figures, les données, de refaire peut-être une partie de l'analyse pour être sûr que ce qui est dit peut effectivement être conclu. Et ça, vous mettez une ligne dans votre rapport d'activité, j'ai résumé pour X de papier cette année, pour telle et telle revue. Très bien. Vous avez publié quoi? Je regarde. Donc, ça c'est le premier filtre. Ensuite, il y a le processus pour publier. On ne publie pas tout seul, en général. C'est rare. Du moins dans les domaines de biologie, etc. Sur lesquels des sociologues, des philosophes, tout ça. Mais, donc ça discute en équipe. Donc ça discute dans un labo. Donc ça regarde les résultats à plusieurs. Et il y avait un chercheur d'un labo CNRS longtemps qui disait quand il y a un problème de fraude, en fait, de manipulation, etc., il y a toujours un dysfonctionnement d'équipe. Le gars qui est finalement responsable de la publication, in fine, il trouve un moment où il ne partage pas avec ses collègues. Les données brutes, quand il va manipuler les figures, il les fait tout seul dans un coin, pas avec les autres. Donc, même si il y a déjà le fonctionnement normal d'une équipe où il y a un partage critique, où il y a comment pas faire. Donc ça, c'est le filtre avant que ça parte. Après, il y a le filtre des reviewers. Et disons qu'il est paru et qu'il y avait une fraude dedans, donc les données qui n'étaient pas là et qui ont été inventées. C'est les lecteurs du papier. Comme ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, au niveau des labos, et notamment pour en venir à ce que vous disiez tout à l'heure, un jeune chercheur, un doctorant, il peut trouver que il s'est passé des trucs bizarres dans son labo. Et il ne va pas oser le dire, parce que le prochain truc, bon, il faut te faire une lettre de recommandation, tu peux toujours te brosser. Bon. Et les systèmes référant à l'intégrité scientifique et le fait de respecter la confidentialité fait que quelqu'un comme ça, le labo peut dire, il s'est passé des trucs bizarres, et voilà les éléments que j'ai, et après, c'est quelqu'un d'autre, pas du labo, donc, qui va mettre en place une procédure pour étudier, avoir des faits, pour savoir s'il y a effectivement une véritable annulation, fraude, ou si c'est un jaloux qui voulait essayer de nuire à son collègue, parce que ça existe aussi. Donc, c'est un peu à tous les niveaux. Où ça peut se passer, d'abord localement, et c'est pour ça que l'importance de comment fonctionne une équipe de recherche, c'est déjà quand même une sacrée garantie. S'il y a le dialogue, si les données sont mises sur la table, elles ne peuvent pas changer le lendemain. Il y a un certain nombre de choses, et puis le boulot des relecteurs est valoriser ce travail-là, parce que c'est un filtre très important, vis-à-vis du public, des journalistes, par exemple. Un papier qui est paru, il a été peer-reviewed, il a été relu par les pairs, et donc, quelque part, il est validé. Et c'est pas eux qui ont pas la compétence fine sur le sujet, qui peuvent dépister un truc. Et donc, du coup, c'est un rôle extrêmement important, de revenir d'être relecteur d'articles. Et après, derrière, il y a des sanctions légales possibles. Vous avez parlé tout à l'heure sur le plagiat. Oui, alors, il y a des sanctions institutionnelles. Oui. Si je prends le cas en CNRS, il y a eu un cas, il y a quelques années, où le chercheur, en fait, a été suspendu de son poste de chercheur, donc perdu son salaire pendant 2 ans, et puis comme ça. Bon, après,
ils savent quand même le faire en honorable, mais il y a des vraies sanctions, c'était public, enfin, je veux dire, il y a un certain nombre de choses qui sont passées. Bon, ça, il y a plusieurs niveaux. D'abord, au niveau institutionnel, avant des sanctions pénales, si ça s'apparente à du vol de données, là, c'est le droit qui s'applique. Il faut qu'il y ait un procès. Mais avant d'aller au tribunal, il y a plein de trucs qui peuvent se passer au sein des institutions. Et par exemple, un chercheur qui est plus autorisé à demander des crédits, il ne pouvait plus avoir d'argent pour travailler. Quelque part, c'est ça fait sanction. Quand la fraude est prouvée ou ce que Oui. oui. Ou par contre, Oui. est-ce que dans les magazines spécialisés, Oui, alors, il y a un les, encart qui est fait en les disant- papiers sont retirés, rétractés. Ouais. Et donc, il y a un encart, ça c'est marché, retracted, c'est en rouge. Et donc, effectivement, ça, ce qui est faux ne reste pas. Oui. Au moins, tout le monde est au courant. Voilà, tout le monde est au courant. Le temps arrivant au bout, je vais poser probablement la dernière question, en revenant sur des choses qui ont déjà été abordées, mais de façon plus grave. Je dis ma question, mais je vais l'illustrer. On vole la science scientifique. Voilà ce que je veux dire, et je vais l'illustrer et poser ma question ensuite sur ce qu'on peut y faire. Ça a été un peu susurré à plusieurs reprises. Là, dans la présentation, on a vu que l'étude du Lancet, qui avait été peer-reviewed, etc., elle avait tout ce qu'il fallait pour plaire. Elle n'en vient plus, puisque les politiques s'en sont immédiatement emparés et ont pris, comme tu l'as dit, de grandes décisions immédiatement d'arrêt dans l'étude, etc. Cette étude, heureusement, il y a des choses qui ont bien fonctionné dans l'intégrité. Elle a été démontée. On a vu qu'il y avait une fabrication de faux chiffres, fausses cohortes, des hôpitaux qui ne reconnaissaient pas leurs chiffres, l'Australie qui n'avait même pas les chiffres. Eh bien, 15 jours seulement ont suffi pour rétracter. Moi, je dis bravo, on a tout ce que tu as présenté là, ça a marché. Mais derrière, les politiques n'ont pas du tout réagi à la rétractation. Ça, c'est hyper grave, et je pense qu'il manque quelque chose maintenant, peut-être qu'il y a un travail à faire en plus, pour qu'il y ait un respect, au moins, dans ces conditions-là. Ce qui s'est passé avec le Lancet est un pur scandale. Les scientifiques ont fait leur boulot, ont bien fait en sorte qu'ils fassent du travail respectable, et les politiques qui sont ici, et ça vous l'avez dit à plusieurs reprises, ils sont demandeurs d'infos, ils veulent effectivement avoir rapidement des infos. Là, ils ont des infos rapides, et ils s'assoient dessus. C'est un total exemple contre lequel il faut maintenant blinder l'éthique scientifique. Mais alors, là, l'exemple en question, je l'ai pris parce qu'il est frappant, puis il est assez récent, c'est sur les périodes où on a tous vécu de façon difficile, quel que soit ce domaine d'activité. Mais effectivement, si on se replace dans le contexte à ce moment-là, il y avait tous ces débats, il y avait l'angoisse, des super politiques qui ne savaient pas trop quoi faire, donc ils faisaient. Parce qu'il fallait faire quelque chose, sans avoir toujours de pas appuyer leur décision, en tout cas de point de vue scientifique. Et quand vous avez arrêté un essai, ils ont voulu aller vite pour montrer qu'ils tenaient compte de la presse. Ils sont allés rapidement, on arrête, il y a ça qui... Mais on ne peut pas reprendre après. Un essai qui est arrêté, c'est très difficile, vous pouvez réinclure de nouveau, mais quand vous avez arrêté, vous avez arrêté le processus pour les gens qui étaient inclus dedans. L'étude continuait, hein. C'était comme bras qui était arrêté. C'était un bras. Donc, ils pouvaient le reprendre, puisque ça s'étalait sur des mois. Non, pour moi, il y a plus grave quand même. Il y a des gens qui ont rouspété après les politiques, et les politiques n'ont pas bougé. Il me semble qu'il y a quelque chose à... Non, mais il me semble qu'il y a des choses à faire et que les aspects rétractation, etc., ça doit aussi monter jusqu'au niveau politique, et pas juste
faire qu'il y ait effectivement des sanctions et des conséquences pour les auteurs de la fraude. C'est assez compliqué à organiser, et en tout cas, le monde scientifique, il ne peut pas trop chose, en fait. Ça. C'est pour ça que on manque peut-être un outil. Oui, oui, c'est bon, écoutez. Je suis contente On a pas l'espion, mais on en a eu quand même, le sujet le mérite. Le sujet le mérite, oui. Bon, Mais merci. merci à vous. Oui, c'est bon. Oui, il faut.